En 1958, 25 ans après la sortie de son roman Le meilleur des mondes, Huxley, le critique, relit Huxley, le romancier, et confirme Huxley, le prophète, car pour lui, le meilleur des mondes, c'est le nôtre, dit-il. Plus de 80 ans après le retour sur le meilleur des mondes, quelques extraits de cette critique me semblent résonner aujourd'hui, parfois de manière convaincante, comme la question du manque de ressources naturelles ou encore celle d'une forme de propagande relayée plus ou moins rationnellement par les médias. Parfois de manière plus discutable, comme la peur de la généralisation du communisme ou un rapport ambigu avec le malthusianisme, c'est-à-dire ce qui préconiserait une contrainte morale pour remédier au danger de la surpopulation. 1. Surpopulation. En 1931, alors que j'écrivais Le meilleur des mondes, j'étais convaincu que le temps ne pressait pas encore. La société intégralement organisée, le système scientifique des castes, l'abolition du libre arbitre par le conditionnement, la servitude rendue tolérable par des doses régulières de bonheur chimiquement provoquées, les dogmes orthodoxes imposés pendant le sommeil, tout cela se réaliserait. Mais ni de mon vivant, ni même du vivant de mes petits-enfants. J'ai oublié la date exacte des événements rapportés dans ma fable, ce devait être le 6e ou le 7e siècle après Ford. Nous qui vivions dans le 2e quart du 20e siècle, après Jésus-Christ, nous habitions un univers assez macabre, certes, mais le cauchemar de ces années de dépression était différent de celui décrit dans son roman. Notre monde était torturé par l'anarchie, le leur, au 7e siècle après Ford, par un excès d'ordre. Le passage de cet extrême à l'autre demanderait du temps, ce qui permettrait à un tiers de la race humaine privilégiée de tirer le meilleur parti des deux systèmes. Celui du libéralisme désordonné et celui du meilleur des mondes, trop ordonné, dans lequel l'efficacité ne laissait place ni à la liberté ni à l'initiative personnelle. 27 ans plus tard, je suis beaucoup moins optimiste que je l'étais en écrivant Le meilleur des mondes. Les prophéties faites en 1931 se réalisent plus tôt que je ne le pensais. Le 1984 de George Orwell projetait dans l'avenir, en le grossissant, un présent qui contenait le stalinisme et un passé immédiat qui avait vu fleurir le nazisme. Le meilleur des mondes, lui, a été écrit avant l'accession de Hitler au pouvoir et à un moment où le tyran russe n'avait pas encore trouvé sa cadence. En 1931, le terrorisme systématique ne revêtait pas le caractère obsédant de fait contemporain qui allait prendre en 1948, et la dictature future de mon univers imaginaire était moins brutale que celle décrite avec tant de brio par Orwell. Mais en 1948-1984, le roman paraissait effroyablement convaincant. Mais après tout, les tyrans sont mortels et les circonstances changent. L'évolution récente en Russie, les derniers progrès dans les sciences et la technologie ont retiré au livre d'Orwell une part de sa macabre vraisemblance. Si nous admettons que les grandes puissances peuvent s'abstenir de nous anéantir, il semble que l'avenir a des chances de ressembler au meilleur des mondes plutôt qu'à 1984. À la lumière de ce que nous avons appris sur le comportement animal et particulièrement humain, il est évident que le contrôle par répression des attitudes non conformes est moins efficace que le contrôle par renforcement des attitudes satisfaisantes au moyen de récompenses. La société décrite dans 1984 est dominée par le châtiment et la crainte du châtiment. Dans l'univers de ma propre fable, le châtiment est rare. Le contrôle exercé par le gouvernement est réalisé par le renforcement systématique des attitudes satisfaisantes, par de nombreuses manipulations non violentes, à la fois physiques et psychologiques, enfin par la standardisation génétique. Si la gestation en éprouvette et le contrôle central de la reproduction ne sont peut-être pas impossibles, nous resterons encore longtemps une espèce vivipare qui se reproduit au hasard. Des forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avons presque aucun contrôle semblent nous poser et nous pousser dans la direction du cauchemar de mon anticipation. Et cette impulsion déshumanisée est accélérée par les représentants d'organisations commerciales et politiques qui ont mis au point des nouvelles techniques pour manipuler, dans l'intérêt de quelques minorités, les pensées et les sentiments des masses.
Ces procédés seront étudiés dans les chapitres suivants, mais pour le moment, bornons-nous à ces forces impersonnelles qui sont en train de rendre le monde si peu sûr pour les démocraties. Que sont-elles et pourquoi le cauchemar que j'avais projeté dans le 7e siècle après Ford a-t-il avancé si vite? La réponse doit commencer là où commence la vie de toute société, fût-elle la plus évoluée du monde, au niveau de la biologie. Le jour du premier Noël, la population de notre planète était d'environ 250 millions. 16 siècles plus tard, elle avait dépassé les 500 millions. En 1931, alors que j'écrivais Le meilleur des mondes, elle était de 2 milliards. Aujourd'hui, 27 ans après, nous sommes 2,8 milliards et demain. Pénicilline, DDT et eau pure sont autant de produits bon marché dont les effets sur la santé publique sont hors de proportion avec leur coût. Même le plus pauvre des gouvernements est assez riche pour limiter la mort. Quand il s'agit des naissances, c'est tout autre chose. Il n'existe nulle part le moindre tradition religieuse en faveur de la mort illimitée, alors que celles en faveur de la reproduction illimitée sont répandues. La population du globe augmente plus vite qu'à n'importe quel moment dans l'histoire de l'humanité. L'accroissement annuel lui-même s'accroît. Entre la naissance du Christ et la mort de la reine Élisabeth, il avait fallu 16 siècles à la population de la planète pour doubler. Au taux actuel, il lui faudra moins de 50 ans. Dans le meilleur des mondes de ma fable, le problème du rapport entre le nombre des humains et les ressources naturelles avait été résolu. Un chiffre optimum ayant été calculé pour la population mondiale, un peu inférieur à 2 milliards, si mes souvenirs sont exacts, il était maintenu génération après génération. Dans le monde contemporain réel, rien n'a été fait. Au contraire, ce problème devient plus grave. C'est dans ce sinistre décor biologique que se jouent tous les drames politiques, économiques, intellectuels et psychologiques de notre époque. Le problème du rapport entre un chiffre de population croissant et les ressources naturelles, la stabilité sociale, le bien-être de l'individu, ce problème est maintenant le principal qui se pose à l'humanité et il le restera pendant un siècle encore, peut-être plusieurs. Si ce problème n'est pas résolu, il rendra tous les autres insolubles. Il créera des conditions telles que la liberté individuelle et les convenances sociales de la démocratie deviendront impossibles. Toutes les dictatures n'ont pas la même origine. Bien des chemins mènent au meilleur des mondes, mais le plus direct et le plus large est peut-être celui qui conduit par la prolifération gigantesque et l'accroissement accéléré. Si la production de denrées alimentaires, d'objets manufacturés, d'écoles et de professeurs pouvait être augmentée plus vite que le chiffre des habitants, il serait possible d'améliorer le sort misérable de ceux qui vivent dans les régions sous-développées et surpeuplées. Malheureusement, celles-ci ne manquent pas seulement de matériel agricole et d'usines pour le fabriquer, mais aussi des capitaux nécessaires pour créer une telle industrie. Pour le moment, les États-Unis ne sont pas surpeuplés. Cependant, si le nombre de leurs habitants continue de s'accroître au rythme actuel, le problème de l'équilibre entre les masses humaines et les ressources disponibles pourrait être bien devenir gênant dès le début du XXIe siècle. 2. Quantité, qualité, moralité. Dans le meilleur des mondes de mon imagination, l'eugénisme et son contraire étaient pratiqués systématiquement. Dans une série de flacons, des ovules biologiquement supérieurs, fertilisés par du sperme de même qualité, recevaient les meilleurs traitements prénatals possibles, puis elles étaient décantées sous forme de bêta, d'alpha et même d'alpha+. Dans une autre série, plus nombreuse cette fois, des ovules biologiquement inférieurs, fertilisés par du sperme de qualité correspondante, étaient soumis au procédé Bokanovski, c'est-à-dire 96 jumeaux obtenus par bourgeonnement à partir d'un œuf seul, et traités, avant la naissance, à l'alcool et à certains poisons protéiniques. Les êtres décantés étaient encore capables d'accomplir des besognes non spécialisées, et, par des doses quotidiennes de dits soma, ils ne causaient jamais le moindre ennui à leurs supérieurs. Dans notre seconde moitié du XXe siècle, nous n'intervenons pas scientifiquement dans notre reproduction, mais de manière anarchique et chaotique. Nous ne sommes pas seulement en train de surpeupler notre planète,
nous faisons en sorte que les êtres sans cesse plus nombreux soient d'une qualité biologique inférieure. Malgré les nouvelles drogues miracles et des traitements plus efficaces, on peut même dire dans un certain sens grâce à eux, la santé physique de la masse ne s'améliorera pas, au contraire, et un déclin d'intelligence moyenne pourrait bien accompagner cette détérioration. Considérons maintenant le cas d'une société riche, industrialisée et démocratique, dans laquelle, en raison de la pratique chaotique mais effective de la limitation des naissances, le niveau intellectuel et la vigueur physique sont en déclin. Pendant combien de temps une telle société pourra-t-elle maintenir ses traditions de liberté individuelle et de gouvernement démocratique? Que dire de ces situations, si fréquentes maintenant, dans lesquelles les moyens louables ont des effets qui s'avèrent nuisibles? Exemple, nous débarquons dans une île tropicale ravagée par la malaria et avec l'aide du DDT, nous sauvons des centaines de milliers de vies en 2 ou 3 ans. Mais ces centaines de milliers d'êtres ainsi sauvés et les millions d'autres qu'ils engendreront ne peuvent pas être convenablement habillés, logés, instruits, voire même nourris avec les ressources de l'île. Nous sommes pris entre une enclume et un marteau morot. Trouver la voie moyenne permettant d'éviter l'un et l'autre exigera toute notre intelligence et notre bonne volonté. 4. La propagande dans une société démocratique. Jefferson a dit « Nous, fondateurs de la nouvelle démocratie américaine, nous croyons que l'homme est un animal raisonnable, doté par la nature des droits ainsi que d'un sens inné de la justice, que l'on peut empêcher de nuire et confirmer dans le bien au moyen de pouvoir modérer, confié à des personnes de son propre choix, et maintenu dans leur devoir par une dépendance à l'égard de sa volonté. » Pour des oreilles post-freudiennes, ce genre de langage sonne d'une touchante et cocasse naïveté. Les êtres humains sont moins rationnels et moins justes que le supposaient les optimistes du XVIIIe siècle. Par contre, ils ne sont ni si aveugles moralement, ni si déraisonnables que les pessimistes du XXe voudraient nous le faire croire. Malgré le ça et le subconscient, malgré les névroses endémiques et les prédominances de niveau intellectuel très bas, la plupart des hommes et des femmes sont sans doute assez honnêtes et raisonnables pour qu'on leur confie la direction de leur propre destinée. Les institutions démocratiques sont des dispositifs destinés à concilier l'ordre social avec la liberté et l'initiative individuelle, ainsi qu'à soumettre la puissance immédiate des gouvernements d'un pays à l'autorité ultime des gouvernés. Le fait qu'en Europe occidentale et en Amérique, ces dispositifs n'ont, somme toute, pas trop mal fonctionné, est la preuve que les optimistes du XVIIIe siècle ne se trompaient pas entièrement. Si on leur donne leur chance, les humains peuvent se gouverner eux-mêmes et le font sans doute mieux, avec peut-être une efficacité moindre, que des autorités indépendantes de leur volonté. Pourvu, je le répète, qu'ils puissent faire l'expérience dans de bonnes conditions. On ne peut pas dire d'aucun peuple qui passe brusquement de la servitude sous le joug d'un despote en un état d'indépendance politique qu'il a eu une possibilité acceptable de faire fonctionner les institutions démocratiques. De plus, aucun peuple végétant dans des conditions économiques précaires n'a de chance raisonnable de pouvoir se gouverner démocratiquement. Le libéralisme fleurit dans une atmosphère de prospérité et décline quand cette dernière, en se dégradant, contraint le gouvernement à des interventions de plus en plus fréquentes et draconiennes dans les affaires de ses sujets. Nous voyons qu'il existe certaines conjonctures historiques, économiques, démographiques et techniques qui rendent excessivement difficile aux animaux raisonnables de Jefferson. Nous autres occidentaux avons eu le suprême bonheur de pouvoir faire la grande expérience de l'indépendance politique dans de bonnes conditions. Mais il semble maintenant qu'en raison de changements récents, cette chance précieuse nous soit peu à peu retirée. Et ce n'est pas tout. Il y a 50 ans, dans mon enfance, il semblait évident que le mauvais vieux temps était passé, que la torture, les massacres, l'esclavage et la persécution des hérétiques avaient disparu à jamais.
Pour des gens qui portaient haute forme, se déplaçaient en train et prenaient un bain quotidien, de pareilles horreurs étaient inconcevables. Quelques années plus tard, ces mêmes hommes qui se baignaient chaque jour et allaient à l'église commettaient des atrocités. À la lumière de l'histoire récente, il serait stupide de croire que ce genre d'acte ne peut pas se reproduire. Mais dans l'avenir immédiat, il y a quelques raisons de croire que les méthodes répressives de 1984 céderont le pas au renforcement et manipulation du meilleur des mondes. Il y a deux sortes de propagande. La rationnelle, d'une part, en faveur d'une action conforme à l'intérêt de celui qui l'accomplit et de celui à qui elle s'adresse. D'autre part, l'irrationnelle, qui ne sert les intérêts de personne, mais qui est dictée par la passion et s'adresse à elle. Si les politiciens et leurs électeurs n'étaient mus que par le dessein de servir leur intérêt à long terme et celui de leur pays, ce monde serait un paradis terrestre. En réalité, ils agissent contre leurs propres avantages pour assouvir leurs passions les moins honorables. C'est pourquoi nous vivons dans un lieu de souffrance. La propagande pour une action conforme à l'intérêt bien compris fait appel à la raison au moyen d'arguments logiques fondés sur les plus solides preuves disponibles, exposées honnêtement et dans leur intégralité. La propagande pour une action dictée par des impulsions plus basses que l'intérêt, elle, présente des preuves forgées, falsifiées ou tronquées, évite les arguments logiques et cherche à influencer ses victimes par la simple répétition de slogans, par la dénonciation de boucs émissaires étrangers ou nationaux, et par l'association machiavélique des passions les plus viles aux idéaux les plus élevés, si bien que des atrocités en arrivent à être commises. Dans certains champs de son activité, l'homme a appris à réagir de manière régulière à la raison et à la vérité. Les auteurs de doctes articles ne font pas appel aux passions de leurs confrères, savants et technologues. Ils exposent ce qui, en toute science et conscience, leur paraît être la vérité sur quelques aspects particuliers de la réalité. Ils font usage de la raison pour expliquer les faits qu'ils ont observés et appuient leur point de vue avec des arguments adressés à la raison des autres hommes. Tout cela est aisé dans les sciences physiques et la technologie, mais beaucoup plus difficile dans le domaine de la politique, de la religion et de la morale. Là, les faits pertinents nous échappent souvent et quant à leur sens, il dépend du système d'idées dans le cadre duquel nous avons décidé de les faire entrer. Dans la vie publique et privée, il arrive que le temps manque pour réunir les faits significatifs ou peser leur importance. Nous sommes obligés d'agir en nous appuyant sur une documentation éclairée par une lumière plus vacillante que celle de la logique. Avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas toujours être vrais ou rationnels. Si une nation compte être ignorante et libre, écrit encore Jefferson, elle compte ce sur qui n'a jamais été et ne sera jamais. Le peuple ne peut être en sûreté sans l'information. Là où la presse est libre et chaque citoyen capable de lire, tout est sauvé. Une fois de plus, nous entendons la voix de l'optimisme du XVIIIe siècle. Jefferson était pourtant réaliste. Il savait, par expérience, que la liberté de la presse peut conduire à de honteux abus. Présentement, a-t-il déclaré, on ne peut rien croire de ce qu'on lit dans les journaux. Pourtant, il assurait, et nous ne pouvons que l'approuver, dans les limites de la vérité, la presse est une noble institution, également amie des sciences et des libertés civiles. L'information de masse n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une force qui peut être bien ou mal employée. Dans le premier cas, la presse, la radio, le cinéma sont indispensables à la survie de la démocratie. Dans le second, elles sont parmi les armes les plus puissantes de l'arsenal des dictateurs. Dans ce domaine cumulent dans presque tous ceux de l'entreprise humaine, les progrès techniques ont lésé les petits et favorisé les gros. Il y a 50 ans encore, tous les pays démocratiques pouvaient s'enorgueillir du grand nombre de leurs petits quotidiens locaux, où des milliers d'éditoriaux exprimaient des milliers d'opinions indépendantes. Presque tout un chacun parvenait à faire imprimer n'importe quoi. Aujourd'hui, légalement, la presse est encore libre, mais la plupart des petits journaux ont disparu, coût de la pâte à papier, des machines à imprimer modernes et des agences de presse trop élevées pour les petits.
Dans l'Est totalitaire, il existe une censure politique et les organes de diffusion des nouvelles sont contrôlés par l'élite de la puissance. La censure avec l'accroissement des dépenses et, par conséquent, la concentration des possibilités d'information entre les mains de quelques grands organismes est moins odieuse que le monopole d'État et la propagande gouvernementale. Concernant la propagande, les premiers partisans de l'instruction obligatoire et d'une presse libre ne prévoyaient pas ce qui, en fait, s'est produit. Le développement d'une immense industrie de l'information, ne s'occupant dans l'ensemble ni du vrai ni du faux, mais de l'irréel et de l'inconséquent à tous les degrés. En un mot, il n'avait pas tenu compte de la fringale de distraction éprouvée par les hommes. Dans le passé, la plupart n'avaient jamais la possibilité de l'assouvir complètement. Ils le désiraient avec ardeur, mais on ne leur en fournissait pas l'occasion. Noël venait, mais une fois l'an seulement, les fêtes étaient solennelles et rares. Il y avait peu de lecteurs, très peu à lire, et ce qui approchait le plus d'un cinéma de quartier, c'était l'église paroissiale, où les représentations, bien que fréquentes, étaient monotones. Pour trouver une situation comparable à celle qui existe actuellement, il nous faut remonter jusqu'à la Rome impériale, où la populace était maintenue dans la bonne humeur grâce à des doses fréquentes et gratuites des distractions les plus variées, allant des drames en vers aux combats de gladiateurs, des récitations de Virgile aux séances de pugilat, des concerts aux revues militaires et aux exécutions publiques. Mais même à Rome, il n'existait rien de semblable aux distractions ininterrompues fournies par les journaux, les revues, la radio, la télévision et le cinéma. Dans le meilleur des mondes, les distractions les plus alléchantes sont délibérément utilisées, à jet continu, par le gouvernement pour empêcher les populations d'examiner de trop près les réalités de la situation sociale et politique. L'autre monde de la religion n'est pas le même que celui du plaisir, mais ils ont assurément en commun le fait de ne pas être de ce monde. L'un et l'autre sont des distractions et leur pratique continuelle pourrait faire des deux, selon la formule de Marx, l'opium du peuple. Seuls les vigilants peuvent sauvegarder leur liberté et seuls ceux qui ont sans cesse l'esprit présent et l'intelligence en éveil peuvent espérer se gouverner eux-mêmes par les procédures démocratiques. Une société dont la plupart des membres passent leur temps dans le monde inconséquent du sport, des feuilletons, de la mythologie et de la fantaisie métaphysique, aura bien du mal à résister aux empiètements de ceux qui voudraient la manipuler et la dominer. L'art est la science de la manipulation. Les dictateurs de l'avenir apprendront à combiner ces procédés avec la distraction ininterrompue qui, en Occident, menace actuellement de submerger sous un océan d'inconséquences la propagande rationnelle, indispensable au maintien de la liberté individuelle et à la survivance des institutions démocratiques.